Bonjour à tous. Nous continuons notre série de jeudis de Progress. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la troisième séance au niveau de cet axe. Donc aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la partie base de données, donc Advanced Enterprise Database. Là, vous allez voir les sujets suivants qui vont arriver autour de tout ce qui est continuité d'activité et utilisation du serveur d'application PassOE avec toutes les possibilités d'APIisation au niveau de PassOE. Et au mois de mai, vous aurez aussi d'autres sessions, donc on en reparlera très bientôt jusqu'à la fin du mois de mai. Donc au niveau de Progress, nous avons décidé à une époque de créer une base de données, une super base de données, donc on a appelé OpenEdge Advanced Enterprise Database, donc qui permet d'avoir des fonctionnalités, je dirais, avancées au niveau d'un certain nombre de concepts qu'on verra d'ailleurs sur différents thèmes. Donc il y aura des recouvrements par rapport à ces sujets, mais qui vont effectivement derrière permettre de couvrir un certain nombre de fonctionnalités ou de problématiques qu'on peut avoir au niveau application, au niveau entreprise à l'heure actuelle. Donc je rappelle que la notion d'Advanced Enterprise Database qui a été lancée autour de la 11.7, donc OpenEdge 11.7, inclut la base de données Enterprise, database, donc avec toutes les fonctionnalités connues et reconnues depuis pas mal d'années. OpenEdge Management, la supervision de production globalement, donc c'est pas directement lié uniquement à la base de données, mais c'est effectivement beaucoup plus large. La partie réplication, OpenEdge réplication, table partitioning, l'encryption, donc TDE, donc des aspects qui vont toucher plutôt à la partie sécurité. CDC Change Data Capture, donc pour la capture des données qui vont changer, et on rentrera dans le détail, et la partie multitenant. Alors, l'idée effectivement de l'Advanced Database était de créer une base de données qui apporte toutes les fonctionnalités, et plutôt que de dire on a la base de données Enterprise avec des options. Et effectivement, derrière, il y a un avantage, je dirais, technique, puisque derrière, on ne se pose pas la question, on a effectivement l'ensemble des fonctionnalités. Il y a un avantage aussi au niveau tarifaire global, puisqu'effectivement derrière, c'est très avantageux d'utiliser la base Advance plutôt que Enterprise plus des options. Donc commençons directement par OpenEdge Management. Donc OpenEdge Management, comme on l'a précisé, c'est un outil donc sur lequel on travaille d'ailleurs aussi pour évoluer en fonction des besoins sur l'intégration de différentes nouvelles fonctionnalités. Donc supervision globalement de la partie production, donc pas que la base de données. Donc on aura des indicateurs de performance, par exemple sur la partie serveur d'application, donc PassOE à l'heure actuelle. On a effectivement derrière une vision pour réduire les arrêts non planifiés globalement. Donc là, ce sera intéressant pour tout ce qui est PCA. On a des indicateurs sur la performance des différentes ressources, une ressource étant par exemple la base de données, avec des alertes. Donc quelque part, avant d'atteindre un seuil, je dirais critique, on peut mettre un seuil d'alerte pour effectivement derrière intervenir avant qu'il y ait un problème réel de production. Par exemple, les tailles d'extent ou les storage area ou d'autres éléments qu'on va pouvoir monitorer. Et on va pouvoir planifier des travaux qui pourraient effectivement être exécutés en fonction de ces alertes. Donc, on peut avoir des alertes, on peut avoir des emails ou éventuellement d'autres types de traitements qui sont déclenchés. Mais à partir de ce moment-là, on peut aussi associer des actions, donc qu'on appellerait des jobs, qui vont être déclenchés et qui vont travailler sur ce qu'on veut lui faire faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de capturer des données en termes d'activité au niveau fonctionnement. Donc, on peut paramétrer d'avoir ce qu'on appelle une trend database. Lorsqu'on installe la partie OpenEdge Management, ça crée directement cette base de données. Et ça permet d'avoir des informations dans la durée sur l'utilisation de telle ou telle ressource et donc a posteriori créer des rapports qui vont permettre de travailler sur des périodes plus tendues que d'autres, etc., et d'anticiper éventuellement une planification sur des interventions. OpenEdge Management va permettre de faire du monitoring de ressources locales, mais aussi du remote monitoring. Donc, on va pouvoir, à partir d'une console principale, alors la console de monitoring, c'est un navigateur web, hein,
On pourra effectivement avoir OpenEdge Management installé sur quelque part un serveur de monitoring, et on pourra derrière monitorer un certain nombre de serveurs qui pourraient être des serveurs distants, qui seront effectivement sur des versions qui peuvent être les mêmes versions ou des versions différentes. Donc là, on aura les alertes qui seront remontées vers la console de monitoring, et à partir de ce moment-là, on pourra gérer ces différents aspects. Et on pourra créer des alertes, donc des alertes qui vont à un moment donné pouvoir même remonter des trappes SNMP donc vers des outils de supervision génériques. Donc là, on pourra utiliser cet aspect-là, ou créer ses propres alertes ou des actions combinées pour dire j'envoie une alerte email plus une écriture dans une log et un message sur effectivement une console de supervision générique de type Nagios ou autre. Et à partir de ce moment-là, je pourrais mettre en place ces éléments-là. Et je peux paramétrer globalement toutes les informations que je veux mettre en œuvre. Donc, à la base, OpenEdge Management fournit un certain nombre de fonctionnalités, mais ensuite, on va paramétrer globalement ce qu'on veut en termes de réaction. Donc, on va dire que c'est une sorte de framework de mise en œuvre pour la partie monitoring qui s'appuie sur les ressources qui sont disponibles. Au niveau des rapports, on aura des rapports, par exemple, soit en temps réel, mais c'est surtout les rapports sur la trend database qui sont intéressants pour voir un peu l'évolution dans le temps et voir à analyser des activités qui peuvent être dans des périodes creuses ou des périodes de pointe pour voir éventuellement à planifier des interventions et donc avoir une petite anticipation par rapport à ce qui peut se passer. Donc, bien sûr, les rapports historiques ne peuvent être utilisés que si on a un laps de temps d'utilisation déjà au niveau de l'outillage. Alors, il y a un certain nombre de vidéos qui sont disponibles, donc lorsque vous aurez les documents à disposition, il y a une vidéo effectivement qui parle de la partie OpenEdge Management et plus généralement de tout ce qui est continuité de service et qui inclut aussi de mémoire la partie réplication. Alors justement, sur la partie réplication, alors je préfère parler de réplication plus. Donc l'outil qui est intégré donc va jouer sur la partie PCA et PRA. En général, on préfère être dans le cas PCA, parce qu'effectivement, c'est dans le PRA, donc ça veut dire qu'il y a eu un problème et il faut qu'on gère effectivement la reprise. Et la partie plus va permettre de pas simplement utiliser cette partie réplication de données d'une base de données de production vers un ou plusieurs sites de backup, mais aussi d'utiliser ces bases de données en lecture. Donc, c'est là où on voit apparaître l'aspect plus, donc qui permet d'avoir en lecture seule, read-only, donc sur la base de données secondaire, et d'utiliser ces données-là de façon plus homogène et plus intense que si on avait une base de données qui était simplement alimentée par des journaux after image ou simplement un backup qui ne serait là que en termes de sauvegarde base froide. Donc la réplication, le principe, on l'a largement amélioré au fur et à mesure des différentes versions, puisque c'est une notion qui existe depuis les versions 9 au niveau de Progress. Donc le principe, c'est on a une base primaire et une base secondaire et une base tertiaire éventuellement. Donc on va y avoir une réplication de la primaire vers la secondaire et la tertiaire. On a, dans le cas normal, on a effectivement toute la partie base de données principale qui est utilisée. Et dans le cas, donc l'utilisateur est connecté sur la base principale. Et dans un cas effectivement de problème sur le primaire, on va avoir un basculement sur le secondaire et on réplique du secondaire vers le tertiaire. Donc on a toujours encore une réplication en œuvre pour pouvoir avoir, au cas où vraiment s'il n'y en a pas de chance, le primaire tombe, le secondaire tombe, on a encore le tertiaire. Bon, on pourrait aussi avoir des sauvegardes d'after image, etc. On peut avoir ceinture et bretelles à plusieurs niveaux, quelque part. Donc là, on va pouvoir effectivement mettre en place ce système-là. Et ensuite, effectivement, derrière, la connexion sera effectuée sur le secondaire et on continuera à travailler sur la partie transactionnelle pour répliquer sur le tertiaire. Et en cas de recovery, on va dire, là, on va revenir sur le primaire, donc on pourra effectivement rebasculer. Et donc là, on est dans une phase effectivement de failback et donc on pourra revenir sur la partie primaire.
Donc tout ça, c'est des choses qui sont automatisables. Et on a d'ailleurs travaillé sur la version OpenEdge12 sur des aspects en termes de reconnexion automatique au niveau des sessions clientes. Donc quand je dis session cliente, ça peut être en client-serveur, ça peut être effectivement au niveau serveur d'application, pour avoir des notions de base de données secondaires, on va dire alternatives. Donc sur l'exemple qu'on voit ici, et d'ailleurs il y a un lien sur la documentation qui explique en détail comment on procède. On va avoir par exemple une connexion sur une base de données principale sur un port, et on va définir une base de données. Ici, si je travaille sur localhost, forcément j'aurai un port différent, avec le nombre de connexions, de retry en termes de connexion, et la pause entre deux retries, etc. Donc là, effectivement, on va dire qu'on peut imaginer qu'une base de données tombe, mais il peut être vraisemblable que ce soit effectivement pour une raison, je dirais, banale, on peut la remonter. Donc, on peut à un moment donné aussi décider que la réplication ne soit pas faite, le basculement sur une base secondaire ne soit pas fait automatiquement, mais manuellement. Et si on arrive à recouvrir la base de données de production rapidement, dans ce cas-là, effectivement, c'est pas la peine de mettre en place toute la partie mécanique de basculement sur le secondaire. Donc, on peut imaginer des choses de ce type-là. La deuxième ligne, là, on travaille plutôt sur un secondaire, donc avec des numéros de port identiques. Donc là, on aurait une configuration identique. Et donc, on pourrait avoir ces basculements à partir du paramétrage d'une base de données alternative. Et donc, les sessions clientes se connecteraient directement sur la base de données alternative. Donc, un exemple d'utilisation, ce serait par exemple au niveau d'une application de production. On réplique donc vers une base de données qui est en read-only, qui peut extraire des données ou voire alimenter d'autres données aussi vers une base de données entrepôt, qui serait utilisée pour des applications décisionnelles, par exemple, ou la base de données répliquée pourrait être utilisée pour des applications mobiles ou du reporting, etc. Et pour des aspects de mise à jour, on pourrait taper sur des bases de production. Et donc là, effectivement, c'est clé sur ces aspects-là. En sachant qu'effectivement, il y a des contraintes sur la partie réplication. Là aussi, il y a une vidéo qui existe, donc c'est la même d'ailleurs. Donc il y a effectivement la partie OpenEdge Management et la partie réplication qui sont couvertes à ce niveau-là. Et il y a seule contrainte qui existe, c'est qu'effectivement, c'est des réplications de base OpenEdge vers OpenEdge à niveau de version identique, donc 10 vers 10, 11 vers 11, 12 vers 12, sur les mêmes niveaux de plateforme et sur les mêmes OS. Donc ça, effectivement, c'est la contrainte. Et l'objectif, effectivement, de toute façon, est réaliste, puisque l'idée, c'est d'avoir l'image de la base de production avec le même contexte, exactement les mêmes fonctionnalités pour pouvoir basculer et avoir une continuité de ces services au niveau production. Autre fonctionnalité au niveau de la base de données Enterprise, le table partitioning. Alors, en général, on regarde ce table partitioning comme effectivement un aspect en termes de peut-être même d'archivage quelque part. Donc, le table partitioning, c'est par exemple, sur l'exemple qu'on voit ici, des tables effectivement qui seront stockées, et on pourrait définir qu'on veut partitionner, donc découper une même table en fonction de certaines règles. Par exemple, des règles de date pour dire je veux archiver, c'est pour ça que je parlais d'archivage, certaines données de la même table dans une partition différente. Donc c'est un espace de stockage au niveau base, c'est la même base, c'est pas une autre base, et on va pouvoir stocker les informations automatiquement dans un autre espace, voire même cette partition peut être en read-only. Donc on pourrait figer effectivement certaines données pour qu'elles ne soient plus modifiables au niveau utilisateur, au niveau application, et qu'elles soient effectivement automatiquement, lorsqu'on modifie une valeur, par exemple un dossier est clos, il sera partitionné, il sera automatiquement archivé dans la partition d'archivage. Donc on peut avoir ce type de fonctionnalité qui sera utilisé pour le tableau de partitioning. Et il y a différents modes de partitionnement, différents types. Il y a par liste. Donc liste, ça peut être par exemple région ouest, nord, sud. Ça peut être des aspects de ce type-là, ou dossier clôturé. Ça peut être des aspects comme ça, ou par date, par exemple tous les dossiers de 2010, 2011, 2012. Donc l'idée, ce sera de conserver en ligne l'accès au niveau des données, donc de ne pas extraire et d'avoir une base de données d'archives à côté, mais on a les données en ligne. Ou alors de faire une sous-partitionnement. Donc effectivement, là, on croise
les différents types de types possibles par date, par liste, etc. Donc ça peut être effectivement à un moment donné assez riche en termes de possibilités. Et ensuite, on peut aussi imaginer de stocker, d'avoir des partitions qui sont stockées sur des espaces, des storage areas qui seront définis pour des questions effectivement d'accès ou peut-être même de performance par rapport à ces aspects-là. Donc là, effectivement, le partitionnement, pareil, il y a une vidéo qui explique globalement l'utilisation du table partitioning. Et en général, c'est aussi utilisé pour des notions d'archives. Alors, ça peut être aussi, dans certains cas de figure, utilisé pour faire des déplacements de données. Ça peut avoir certains effets intéressants sur la partie réorganisation. Et je sais que certains ont utilisé cette fonctionnalité-là. Autre fonctionnalité qu'on a introduit, le TDE, ça fait un petit moment qu'on l'a introduit, donc qui fait partie maintenant de la partie Advanced Database, qui veut dire Transparent Data Encryption, donc encryption de données. Et la notion de transparence, c'est pour dire que l'application qui va utiliser ce type de base de données n'a rien, on n'a rien à faire, on n'a pas besoin de recompiler quoi que ce soit, c'est complètement transparent au niveau de l'application. Ça a été fait avant la fameuse réglementation RGPD. Parce qu'effectivement, la notion de cryptage ou la notion de sécurité est globalement reconnue depuis longtemps, avant qu'on mette des réglementations en place. Mais effectivement, il se trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant par rapport à ces aspects-là. Donc, la partie RGPD et la partie TDE concernent uniquement la partie données stockées, donc données sur la base de données. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place facilement le cryptage des données sur disque, donc uniquement de la base de données. Alors, on pourrait imaginer d'avoir un cryptage total d'une base de données ou total de file system, etc. Mais dès qu'on a effectivement derrière cryptage, décryptage, etc., ben ça induit effectivement une utilisation en termes de ressources. Et donc, en termes de performance, si on crypte ou on décrypte uniquement ce qui est nécessaire, ben ça peut effectivement être intéressant sur cette partie configuration. Ensuite, en fonction des bases de données, on va configurer le cryptage que sur les données qui ont vraiment besoin d'être largement protégées. Donc, les données personnelles forcément, mais d'autres données critiques aussi. Et donc là, on pourra utiliser sur des bases de données, alors de type, on y reviendra, storage area de type 2, uniquement les éléments qui sont à protéger. Donc, ce sera intéressant pour pouvoir effectivement stocker et crypter tout ce qui sera effectivement lié au stockage, c'est-à-dire la base de données, les backups, tout ce qui sera effectivement stocké sur disque. On n'est jamais à l'abri effectivement d'un changement de disque et imaginons qu'on puisse avoir accès à un file system sur disque et lire un fichier effectivement en dehors de la partie application de production, ce sera effectivement critique. Et l'accès au niveau de la base de données, ce sera effectivement classique, n'aura pas de modification si on a la clé de cryptage, si on a effectivement cet aspect-là. Et au niveau application progress, comme j'ai dit, c'est complètement transparent. Il n'y a aucune modification à faire au niveau du code pour pouvoir l'utiliser. Donc l'encryption des données sera faite donc, en utilisant des algorithmes de chiffrement qui sont standards. Alors AES, DES, etc. Il y a différents types de chiffrement. Il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement. Ça concernera donc les bases de données sur disque, donc les backups, d'un binaire. Ce sera effectivement donc derrière, si on a effectivement l'accès, ce sera transparent pour tous les accès de type ABL ou SQL si on a effectivement les autorisations pour y accéder. Et si on est en storage de type 2, on pourra définir les données qui seront effectivement accryptées. Si on est en storage area de type 1, tout le storage area sera crypté. Donc là, effectivement, ce sera intéressant d'avoir des storage area de type 2, pas uniquement sur la partie TDE, mais aussi pour des aspects de fragmentation ou de performance au niveau base de données. Ça, c'est un autre débat, c'est plutôt sur la partie administration de base de données. Donc la partie TDE, également, on a une vidéo qui existe. Je réactualiserai le lien d'ailleurs. Et si personne n'est allé voir un jour sur des extents au niveau database, là on peut voir un extent au niveau, alors la base Sport 2000 je pense. On peut, alors bien sûr, c'est pas la structure telle qu'on ferait sur un forage, etc. Mais si les données ne sont pas cryptées, on peut éventuellement les voir avec une base de données cryptée
ou en tout cas des tables cryptées, on ne pourra pas identifier effectivement ce qui se passe. Donc c'est vraiment, amusez-vous un jour à aller voir effectivement une base de données et faire un notepad ou quelque chose comme ça sur un extend de base de données. Vous allez pouvoir voir des choses et si c'est crypté, vous ne le verrez pas. Donc la partie CDC, Chain Data Capture, ce sera pour capturer les modifications de données au niveau base de données. Alors certains me diront on pouvait le faire avant avec les triggers de réplication, certes, mais la partie CDC, cette fois-ci, va capturer tous les changements, y compris sur la partie SQL. Donc toute altération de données, modification de données, qu'elle soit faite via une connexion DBC, JDBC au niveau du moteur, sera directement capturée. On pourra tracer effectivement cette modification. Et l'intérêt, ce sera par exemple pour propager de la donnée vers d'autres systèmes de façon continue. Ça peut aussi participer à une forme de compliance ou de conformité par rapport à la partie RGPD sur la propagation des données personnelles. Donc là, effectivement, il y a une vidéo aussi sur la partie CDC. Et pour la partie mise en œuvre, donc on peut utiliser la partie OpenEdge Explorer ou OpenEdge Management pour manipuler effectivement derrière, activer la partie CDC, modifier les stratégies de capture de données parce qu'on va définir quelles sont les données qu'on va capturer et comment est-ce qu'on va les capturer. Ça peut être ensuite également être fait par ABL, donc on peut avoir des programmes qui automatisent la mise en œuvre de la partie CDC directement. Donc il y a différents aspects pour le mettre en œuvre. Par exemple, ici sur la table Customer, on peut avoir une stratégie qu'on va appeler ici CDC Policy 2 dans cet exemple-là. Et on va avoir 3 niveaux, même 4 niveaux, on va dire. 0, c'est rien, et jusqu'à 3 au niveau de détail complet. Pour pouvoir dire, ben, je vais simplement dire que je capture l'événement comme quoi il y a eu un changement jusqu'à l'état où j'ai l'image avant et l'image après d'un changement sur un champ, puisqu'on va descendre au niveau champ et on va pouvoir dire quels sont les champs qu'on veut effectivement tracer pour pouvoir effectivement capturer les données qui vont changer. Donc c'est intéressant dans un autre cas de figure effectivement de propagation de données ou de réplication, hormis la partie réplication au sens PCA ou PRA, où là on va pouvoir dire bah, je vais pouvoir, y compris même en L4G, regarder les tables CDC qui sont générées, puisqu'on génère des tables au niveau de la base, et définir quelles sont les opérations que je veux utiliser. Donc je peux aller jusqu'à ce stade-là et définir mes propres outils, presque ETL, qui seront mis en œuvre. Justement, en parlant d'ETL, donc on a mis en place depuis X temps un outil qui s'appelle Pro2, qui s'appuyait justement sur les triggers de réplication avant que CDC n'arrive, et on a mis en place la partie CDC dans Pro2. Donc c'est un outil de réplication qui va permettre de répliquer des données d'une base de données de production OpenEdge vers une base de données Oracle, SQL Server ou une autre base de données OpenEdge. Donc là, pas dans une vision plan de continuité, mais c'est une réplication intelligente de données, puisqu'on peut répliquer des données au niveau de table, au niveau de champ, avec la transformation. Et la beauté de Proto, c'est que c'est un module écrit en L4G. On a la main effectivement sur la partie transformation L4G. Donc, si vous pratiquez de l'ABL, que ce soit en V6 jusqu'à la V12, on peut effectivement derrière mettre en place les règles de transformation pour alimenter d'autres systèmes directement avec ce mécanisme-là et utiliser la partie CDC. Et dernier élément au niveau de la base Advanced Enterprise, OpenEdge multitenant. On en a déjà parlé un petit peu. Cette option, c'est essentiellement dans le cadre de l'hébergement ou de la centralisation. Donc, ça va permettre de rassembler des données dans plusieurs entités, par exemple un aspect multi-société quelque part, dans une base de données centrale qui va effectivement garantir l'accès de chacun à ses propres données, mais qui permettra aussi d'avoir d'autres fonctionnalités intéressantes. Donc, en général, ben, la notion de tenant ou de notion de tenant isolé vers la notion de multitenant, ben, on aurait effectivement, ça c'est l'exemple typique des installations sur site, où effectivement on a l'infrastructure, le serveur, ses bases de données, son application, ses utilisateurs. Lorsqu'on commence à héberger, on va avoir d'abord une première phase d'hébergement pour gérer l'infrastructure commune, avec toutes ses bases de données, ses applications et ses utilisateurs. Ensuite, on pourrait imaginer d'avoir une notion de mutualisation au niveau application. Chaque entité a sa propre base de données. On a des applications
sur une infrastructure commune et ses utilisateurs. Et le dernier niveau, c'est effectivement on mutualise, on a une base avec les applications qui gravitent autour, qui peuvent être effectivement derrière en jouant sur le ProPass, adaptées en fonction des besoins. Et c'est cette partie-là qu'on va effectivement appeler multitenant, puisque là, on aura la partie force au niveau utilisation de cette base de données. Et l'intérêt, c'est que on aura dans ce cas de figure, le passage de on-premise, on va dire, de déploiement sur site vers la partie centralisation. On aura bien sûr l'isolation des tenants. On aura un schéma unique au niveau des bases de données. Donc, on a un seul schéma. Donc, lorsqu'on fait une mise à jour, on fait une mise à jour globale au niveau schéma. Mais on pourra aussi avoir des tables partagées. Donc, par exemple, des tables de tarifs, des tables communes, enfin, tout ce qui peut effectivement derrière commun à l'ensemble. Donc, s'il y a une mise à jour, elle sera mise à jour une fois. Et on peut aussi avoir un accès dit super tenant ou groupe tenant qui permettent de lire en transverse ces fameux tenants, donc pour faire par exemple du reporting, ce qu'on aurait pu faire, mais un petit peu plus difficilement si on avait des bases on-premise, donc complètement séparées. Et là, on pourrait avoir une lecture unique, si on a bien sûr les droits, pour pouvoir accéder à ces informations. Donc, en résumé, l'ABAD Advance va permettre d'avoir plusieurs fonctionnalités intéressantes, de la supervision, donc monitoring pour assurer une vision proactive au niveau de la sécurité et la planification d'opération. La partie réplication pour tout ce qui est plan d'activité, plan de continuité d'activité ou plan de reprise d'activité. Le table partitioning pour les notions d'archivage, par exemple, ou d'optimisation en termes d'accès. L'encryptage, donc sur la partie sécurité, donc sécurité des données stockées. La partie CDC pour tout ce qui est propagation des informations vers des systèmes autres que ProOS, alors soit pour effectivement derrière des aspects de type décisionnel ou éventuellement d'autres fonctionnalités. Et la partie multitenant, donc c'est pour la partie hébergement, globalement, où on va avoir un gain en termes de maintenance et de stockage, globalement. Donc en conclusion, on pourrait dire que la base Advanced a des avantages par rapport à la base Enterprise, puisque effectivement derrière, à partir de deux options, on peut effectivement avoir à se poser des questions sur l'adoption ou pas de la base Advanced, qui effectivement, si on classifiait les cas d'utilisation, bah, pour le PCA, pour tout ce qui est plan de continuité d'activité, on aurait intérêt à regarder la partie Open Edge Réplication et Open Edge Management. Pour la sécurité TDE, pour la propagation des données et la traçabilité, alors j'ai mis traçabilité parce qu'on pourrait l'utiliser pour la partie traçabilité. Il y a des fonctionnalités qui existent dans la base de données qui s'appellent l'audit, mais qui sont relativement complexes quelque part, à mettre en œuvre. Là, on pourrait mettre en place un aspect de traçabilité relativement simple. La centralisation pour la partie multitenant, donc on l'a vu, et l'archivage pour des questions de performance. Donc là, effectivement, c'est les aspects qui seront intéressants à couvrir globalement par rapport à la base Advance. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Juste pour faire un rappel au niveau des sessions éventuelles de formation virtuelle qu'on assure. Hein. Donc effectivement, il y a des choses sur la partie base de données qui sont prévues au mois de mai. Il y a des aspects la semaine prochaine sur la partie administration de base de données qui sont aussi prévus. Donc là, vous le retrouvez dans les documents. Et différents sujets, effectivement, qui vont être couverts au niveau de différents thèmes, par exemple la partie académie, etc. Donc, on arrive à la séance de questions. À la rigueur, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à la mettre dans le panneau effectivement lié aux questions. Une question qu'on me transmet, TDE, le décryptage est-il toujours fait au moment de la mise dans le -B? C'est une bonne question. Alors effectivement, derrière la partie cryptage, lorsqu'on est effectivement au niveau du -B, on est au niveau database. Donc là, effectivement, on a une partie lecture au niveau de la donnée cryptée en disque. Et là, effectivement, derrière, c'est la phase de lecture, effectivement, -B. Et donc là, effectivement, on a le décryptage qui est assuré à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'était le sens de la question. Le prix de la version Advance. Alors, la version, c'est une question pour un commercial.
Comme j'ai dit, enfin là, il faudrait plutôt voir avec un commercial. C'est vrai que si on devait donner effectivement un tarif, pour ceux qui connaissent le prix de la base Enterprise, les options, le point d'inflexion, on va dire, sera intéressant lorsqu'on aura la base Enterprise et deux options. Donc, en général, lorsqu'on dit, par exemple, OpenEdge multitenant et OpenEdge réplication, on a deux options. On peut passer sur la base Advance. Là, on aura intérêt à basculer directement sur ce type de licensing, puisqu'effectivement, derrière, on aura aussi en bénéfice l'utilisation du reste. Si on en a un plus, ben, la question ne se posera pas. Donc, ça, c'est là où, effectivement, ce sera intéressant à regarder. Un autre débat qui se pose aussi, j'ai pas beaucoup parlé de la base Workgroup. La base Workgroup, pour ma part, j'aimerais bien qu'elle disparaisse, mais là c'est un aspect purement technique parce que effectivement c'est une base qui n'apporte pas de fonctionnalités telles qu'on pourrait les attendre sur une base Enterprise ou Advance. Et la question se pose entre la base Advance et la base Enterprise elle-même. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, partitionnement. Possibilité de n'accéder en live qu'à certaines partitions, ne pas consulter l'historique par défaut, par exemple. Alors, ça touche peut-être des aspects en termes de droit d'accès, de n'accéder en live qu'à certaines partitions. Ça demanderait à être creusé en termes de détails. Qu'à certaines partitions, ne pas consulter l'historique par défaut. Alors, si c'est en termes d'accès, effectivement, en fonction des queries qu'on va faire, bah, par défaut, si le query est fait sur un élément correspondant à un partitionnement par date ou par liste, par exemple, surtout par date, on va dire, l'optimisation sera faite sur le fait qu'on n'accédera pas à la partition aussi, puisque si on accède avec des données correspondant à l'exercice courant, si on parlait d'exercice courant, on accéderait de façon optimisée uniquement à ces éléments-là et non pas aux données dans la partition. Ça doit être effectivement des questions de performance, je pense. Ensuite, on peut jouer sur des aspects de droit, etc. Table partitioning, backup restore. Alors, l'idée aussi du table partitioning, c'était à un moment donné de jouer sur les aspects volume pour pouvoir avoir des backups qui soient restreints par rapport à tout ce qui est modifié de façon courante et donc tout ce qui serait figé ou éventuellement en read-only, bah, c'est pas la peine de le sauvegarder. Donc il y a des mécanismes effectivement derrière qui ont été mis en place par rapport à ça. Là encore, je pourrais peut-être rentrer plus dans le détail à la rigueur. Il faudra me contacter en direct pour qu'on discute par rapport à ces optimisations sur la partie table partitioning. Mais effectivement, l'idée, c'est de dire lorsqu'on archive, bah, potentiellement, on pourra avoir une base de données qui grossit, qui croît largement. Donc, il faudra demander, jouer sur le fait que les backups, là aussi c'est une autre discussion qu'on pourra avoir, stratégie de backup pour les bases de données, donc backup online, réplication ou autre système pour pouvoir effectivement assurer la continuité de service sur la partie production. A priori, je ne vois plus d'autres questions, si peut-être quelques-unes qui arrivent. Non, a priori, c'est bon. Bah écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, mais de toute façon, n'hésitez pas, laurent@progress.com, le canal est toujours ouvert. N'hésitez pas à poser les questions et on se retrouve probablement la semaine prochaine pour un sujet qui peut être complémentaire sur le plan de continuité d'activité. Donc, il va toucher les aspects bases de données et autres. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les jeudis de Progress. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.